faire de plus? La question, quoi faire de plus? Moi, je pense que dans ce cas-ci, et aussi dans le cas de l'école à Beauvais, se pose la question finalement de la surveillance et de l'information. Parce que là, on a vu, il n'y a toujours pas d'interpellation. Non. Et en fait, la première étape pour reconquérir ces territoires, au moins d'un point de vue sécuritaire, ce serait de savoir ce qui s'y passe. Et donc, on peut se poser la question de la vidéosurveillance, mais aussi peut-être des drones, et donc de pouvoir aller identifier ces personnes. Quand, en plus, c'est un clip de rap, donc il va avoir vocation à aller en ligne derrière. Donc, c'est tous ces moyens d'enquête-là dont il y aurait besoin pour finalement, pas forcément que les policiers aient besoin d'aller au contact direct, parce que là, on voit bien que c'est extrêmement dangereux, mais par contre, pour que toutes ces personnes-là qui ont envoyé les mortiers se fassent quand même rattraper derrière, se fassent arrêter et puissent être punis de manière très sévère. Parce qu'il y a cette tension quand même que les policiers ici, on est dans une bataille rangée, des scènes d'une extrême violence, donc demander à nos policiers de venir, je sais pas, avec des tanks, etc., à chaque fois, c'est compliqué d'être extrêmement réactif dans ce genre de cas. Donc c'est compliqué quand même d'aller au contact immédiatement comme ça, mais derrière, il faut absolument que les sanctions soient terribles et donc on retrouve les auteurs. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il y a un besoin d'information et de surveillance bien plus précis et plus poussé, profond dans ces quartiers. Et où est-ce qu'on les met, ces détenus? Non, mais il y a deux sujets. Il y a l'immédiateté des peines et il y a le fait qu'elles soient exécutées pour sûr. Et donc, il y a le besoin d'avoir plus de places en prison, mais en fait, la courte peine, si, les prisonniers, donc comme c'est des peines courtes, les prisonniers ressortent rapidement également. Donc, si on regarde en fait les chiffres, il y a 80 000 détenus en France. Il y avait une promesse de construire 15 000 places, bon, qu'elle sera pas tenue. Mais par exemple, sur ces détenus, il y en a 25% qui sont des étrangers. Si on posait la question, par exemple, que certains d'entre eux aillent purger leur peine dans leur pays d'origine, ça libérerait quand même beaucoup de place. Donc il y a tout un ensemble de choses qui peuvent être faites. Ces peines courtes aussi n'ont pas forcément besoin d'être, comme il a été dit, dans des prisons avec des miradors, des barbelés, etc. Ça peut être dans des bâtiments peut-être un peu moins sécurisés, un peu moins coûteux, qui peuvent peut-être être construits un peu plus rapidement. Et donc ça fait partie des pistes à étudier. Mais vraiment ne pas oublier l'aspect immédiateté, puisque une peine immédiate vaut une peine 10 fois plus lourde 2 ans plus tard, quoi. C'est très important qu'il y ait une action, il y ait une réaction immédiate. Oui, un dernier mot très court, s'il vous plaît. Très court, mais en fait, moi, je voudrais juste dire que vous avez dit que c'est le département le plus pauvre de France. Il faut rappeler que c'est un PIB par habitant de juste un peu plus de 10 000 euros. Et on se pose tous la question de l'argent qui va permettre de reconstruire Mayotte. Et je vais juste soumettre une piste qui est que si on regarde les chiffres de l'aide au développement française, on dépense quand même 15 milliards d'euros par an en aide au développement. On envoie des centaines de millions d'euros, y compris à des pays qui ont des PIB par habitant supérieurs à celui de Mayotte. On veut citer le Kazakhstan, le Brésil, le Mexique. Et donc peut-être qu'une part de l'aide au développement en fait, étrangère pourrait être rapatriée en France pour un département comme Mayotte qui en aurait bien besoin, et notamment pour reconstruire des habitations qui seront à l'épreuve de typhons futurs, puisqu'on sait que ce type de catastrophes sont amenées à se reproduire. Ce que vous nous dites, Florian Gérard-Mercier, c'est qu'il y a une défaillance pour vous. Il aurait dû y avoir des caméras, une alarme. Bah oui, là, d'autant plus si c'est une école qui, comme c'était dit dans le sujet, était régulièrement victime de jets de projectiles ou qui avait une certaine faune qui pouvait rôder autour. On peut se poser la question pourquoi il n'y avait pas d'alarme, pourquoi l'école n'était pas équipée d'alarme, pourquoi il n'y avait pas de vidéosurveillance pour surveiller les abords, et de sorte que, parce que je veux dire, le fait qu'il y ait des casseurs, etc., il y en aura toujours, mais donc là, c'est parce qu'il y a cette culture de l'impunité qu'ils se sont permis de faire ça aussi. S'il y avait les moyens dans ces écoles, qu'elles étaient équipées, de sorte que les policiers, en fait, ils puissent arriver directement et intervenir avant que l'école soit entièrement saccagée de la sorte, on ne serait pas en train de se dire oui, ce serait bien que ces auteurs soient comparés devant la justice immédiatement. Ils seraient déjà devant la justice. Mais c'est ça qui serait bien. Mais c'est toujours, en fait, une espèce d'extrême minorité agissante qui pourrit la vie de tout le monde. Et c'est pour ça que quand on parle de mettre fin à la culture de l'impunité, c'est pas seulement dans la réponse ferme. Je pense qu'il y a d'autres choses qui peuvent être dissuasives, et notamment, par exemple, les gardes à vue. Si pendant les gardes à vue, en fait, elles ne duraient pas 48 heures, mais une semaine, et qu'on n'avait pas de contact avec l'extérieur, etc., comme ça peut être le cas dans d'autres pays, peut-être que même tout jeune qu'on est, on aurait moins envie d'aller faire des choses qui peuvent nous conduire en GAV. Donc, il y a un ensemble de choses comme ça qui peuvent être immédiates et qui peuvent
peuvent effectivement dissuader d'aller faire des choses où on sait quelque part que c'est aller à l'encontre de nos lois ou de notre culture. Donc je pense que c'est tout cet ensemble de choses qui peut être modifié. Encore une fois, l'immédiateté, je veux dire, c'est quand même choquant que encore là, on ne sache pas de qui il s'agit et qu'il soit loin, quoi, quelque part. Que là, Ça dépend combien sont rentrés avant. Oui, c'est ça. Il faut regarder les chiffres en net. 270 000 exclus, ça dépend combien sont rentrés. Il y a quelques millions qui sont rentrés sous le Biden. Ils ont complètement ouvert la frontière. Donc c'est pour ça que les Américains étaient vent debout contre ça et que Trump en a continué à faire sa politique là-dessus. Honnêtement, non, le mandat de Biden sur l'immigration illégale a été proprement catastrophique. Donc, ce que ce chiffre montre, c'est que les États-Unis savent expulser. Et donc, je pense que Donald Trump va justement multiplier cela peut-être par 10. Ce serait son objectif, j'imagine. Voilà, mais non. Je pense que le point à souligner, c'est que cette fois-ci, Donald Trump est vraiment prêt. En fait, en 2016, lui-même ne s'attendait pas trop à son. Là, il a eu le temps de se préparer. Et là, ils ont, avec l'agenda 2025, les Républicains ont préparé une liste avec des milliers de noms pour peupler les ministères, la haute administration, et donc pouvoir vraiment implémenter la politique trumpiste, dès le et premier puis ils jour. ont tout, le Sénat, ils ont toutes les institutions républicaines. Oui, ça, ils ont gagné ça, mais même au niveau exécutif, ils ont de quoi vraiment occuper la haute administration pour mettre en place la politique. Je voulais, avant la fin de